Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Lucie a 22 ans et avec son conjoint, ils ont un désir de parentalité depuis plus d'1 an. Mais voilà, lors des essais, ces derniers n'aboutissent pas. Ils décident de consulter et nous livrent aujourd'hui leur parcours et leurs difficultés à devenir parents. Puis le docteur Chevalier, gynécologue obstétricien à Montpellier, nous éclaire sur les difficultés que rencontrent les couples à avoir un enfant. Lucie, je voulais savoir depuis quand est-ce que tu es en couple, comment s'est passée votre rencontre? Ça fait 4 ans que je suis en couple Ouais. et on s'est rencontrés sur un forum en fait avec plein d'associations. Au début, c'était juste entre amis, histoire de discuter tout ça parce qu'on avait à peu près les mêmes passions. Et on a fini en couple, quoi. Ouais. Voilà. C'était plus si affinité. Voilà. Donc ça fait 4 ans. Et Oui. à quel moment, donc toi tu as 22 ans, est-ce que tu as eu ce désir de maternité? Alors, depuis jeune, j'ai toujours dit que je voudrais jamais d'enfants. Parce que, je sais pas si c'est un rapport en fait, mais dès que j'avais des enfants autour de moi, chaque fois les enfants ils me couraient dessus, ils me sautaient dessus, c'était tout le temps collé à moi. Donc je pense qu'en fait, ça m'a... Refroidi. Ouais, ça m'a refroidi à me dire non, c'est bon, je veux pas d'enfants. Et en fait, c'est arrivé il y a presque 2 ans. Même mon homme, c'est pareil, il en voulait pas du tout parce qu'il en a déjà 2. Et il m'avait dit c'est fini, plus jamais d'enfants et tout. Je dis ok, moi, il n'y a pas de souci parce que j'en voulais pas. Il y a presque 2 ans, on en a discuté parce qu'on voyait des pubs à la télé avec plein d'enfants, Ouais. quoi. Et on s'est dit pourquoi pas. Ouais. Et du coup, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé la chose, quoi. Ouais, que Voilà. c'est une envie. Voilà. Et comment ça a été perçu par ton entourage du fait que tu aies 22 ans, le fait de vouloir devenir maman? Est-ce qu'il y a eu des jugements ou pas du tout? Alors, on n'en a pas du tout parlé rapidement à notre entourage. La mère de mon homme, elle est même pas au courant qu'on veut un enfant, pour dire. Et mes parents, ils l'ont su au bout de plus d'1 an d'essai. Mon père, il était trop heureux parce que lui, il rêve d'avoir des petits-enfants et tout ça. Donc lui, c'est le rêve absolu. Et ma mère, elle est vraiment dans les codes, en fait. Il faut se mettre en couple, après il faut se marier, après il faut avoir le CDI, après le chien, après la maison et tout. Donc voilà. Et comme on n'a pas tout qui est fait, pour elle, c'est pas le moment, en fait. Et il faut vraiment qu'on profite de notre vie, de notre jeunesse, de pouvoir voyager partout, de faire tout ensemble. Comme si avoir un enfant, ça y est, tu ne profitais plus de la vie. C'est ça. Tu sors plus, tu voyages plus, tu fais plus rien, tu vas plus au resto, t'as plus de moments tous les deux. Oui, Voilà. alors que non, c'est possible. C'est juste différent. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, tes premières expériences avec le corps médical dans le cadre de cette volonté de devenir maman? Est-ce que tu t'es dit, tiens, on va faire un peu un check-up? Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie d'avoir un gynéco attitré? Comment ça s'est passé, ces relations-là? En fait, je suis arrivée dans la région il y a 3 ans et demi. Du coup, j'avais pas de gynécologue, j'en avais un en région parisienne avant. Et quand je suis arrivée dans la région, j'ai demandé à une amie. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as un bon gynécologue à me conseiller? Parce qu'elle elle est d'ici, donc elle connaît. Elle m'a dit oui, donc elle m'a donné le nom de sa gynéco. Au début, c'était juste pour avoir la pilule, parce qu'on n'était pas encore décidé à faire un enfant. Et ensuite, quand on a décidé de faire un enfant, j'ai dit, je vais aller la voir, je vais lui dire, voir s'il y a quelque chose à faire ou si, je sais pas, juste lui dire, voir s'il faut faire quelque chose. Donc, elle m'a fait un check-up pour voir si tout allait bien et tout, elle a rien trouvé. Elle m'a dit, prenez votre temps, vous êtes jeune, donc j'avais 20 ans et quelques, 21 ans presque. Donc déjà, de quoi tu te mêles? Voilà, donc j'ai dit, bon, ok. Elle m'a donné de l'acide folique, elle m'a dit, prenez ça, ça va vous aider, ça vous fera du bien. J'ai dit, ok. Elle m'a rien expliqué d'autre dessus. J'ai dit, bon, d'accord. Elle m'a dit, vous en avez tout dans votre tablette de pilules. Je dis, là, je finis, je crois, d'ici 2-3 jours. Elle m'a dit, écoutez, dès que vous la finissez, vous n'en reprenez pas d'autres. Et puis après, vous lancez les essais. Donc j'ai dit, d'accord. Et au bout de 5-6 mois, je voyais que j'étais toujours pas enceinte. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, je suis jeune. Là, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, donc je vois pas pourquoi je suis pas enceinte. Donc je suis retournée la voir. Elle m'a dit, vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps. J'ai dit, bon, d'accord. En fait, moi, je n'ai pas le temps. Voilà, c'est pas que... En fait, c'est juste que je comprenais pas pourquoi. Je voyais plein d'amis qui étaient jeunes, pareil, qui tombaient enceintes. Et moi, je me dis, ça faisait 5-6 mois et je comprenais pas, en fait. Du coup, je voulais juste lui demander pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ou autre, en fait. T'as eu l'impression de pas être prise au sérieux? Ouais, parce que dès le début, elle m'a dit, prenez le temps, vous êtes jeune, vous avez tout votre temps, vous pressez pas. Alors que moi, je me suis dit, c'est pas que je me presse, c'est juste que je veux savoir s'il y a un problème ou autre. Donc, on a laissé passer, parce qu'elle m'a dit, vous avez le temps. Ensuite, j'ai eu un retard de règles de 15 jours. Donc, moi, je me suis dit, retard de règles, du coup, égale enceinte.
Au final, non, parce que j'ai fait une prise de sang, enfin j'ai fait des tests urinaires, j'ai fait une prise de sang, c'était non. Du coup, je l'ai appelé, je dis, en fait, je comprends pas, j'ai un retard de règles de 15 jours, j'ai fait un test urinaire, une prise de sang, rien, qu'est-ce que je fais, pourquoi? Donc elle m'a donné des médicaments pour déclencher mes règles. Et après, ça a continué, en fait, les cycles ont continué comme ça. Sauf qu'en fait, je suis un petit peu têtue. Et je me suis dit, c'est pas normal, enfin, il doit y avoir quelque chose, en fait, parce que je suis jeune et je comprends pas pourquoi je suis pas enceinte. Du coup, j'ai décidé d'aller voir une autre gynécologue. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'étais honnête avec elle, hein, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis honnête avec vous, je suis déjà suivie par une autre gynécologue. Son suivi et l'approche qu'elle a avec moi, ça me convient pas. Donc, en fait, j'en cherche une autre qui me convienne un peu plus. Parce que, donc, je lui explique, je lui dis que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on veut un enfant et tout ça. Directement, la première question qu'elle me pose, c'est « Vous avez quel âge ?» Donc, je lui réponds. Je dis « 21 ». Elle me dit « Vous êtes en couple depuis combien de temps ?» Je lui dis « Ça fait 4 ans ». Elle me dit « Est-ce que vous vivez ensemble ?» Je dis « Ça vous regarde pas trop, ça. » Je dis « C'est ma vie privée. » Je lui dis quand même « Oui ». Je lui dis « Oui, ça fait 3 ans et demi qu'on vit ensemble. » Elle me dit « Est-ce que vous travaillez tous les deux ?» Ah oui. Je lui dis « Ça n'a pas de rapport. » Je vois pas où est le rapport entre travailler et faire un enfant. Donc, je lui dis ça n'a pas de rapport, donc je lui réponds pas. Elle me dit quel métier faites-vous et quel métier fait votre conjoint. Je dis je vois toujours pas le rapport en fait. Et du coup, vu que je voulais pas répondre à ces questions, parce que pour moi, ça n'a aucun rapport, savoir si on travaillait ou pas. Voilà. Donc, j'ai pas répondu. Donc, on a continué le rendez-vous. Elle m'a refait un check-up et elle m'a un peu tout regardé. Ensuite, elle m'a pesée. Elle m'a dit, dis donc, quand même, hein. L'air de dire, t'es un peu grosse, perds du poids, quoi. Ah oui, c'est complètement déplacé. Ouais. Alors que, pour moi, j'étais bien dans mon corps. Je me paraissais pas trop grosse. Je me dis, du moment que moi, je me sens bien, les kilos, bien sûr. Voilà, je m'en fous. Donc, je dis, ouais. Je vois pas le rapport. À part, peut-être, si on montre que, par A plus B, qu'effectivement, être en surpoids ou avoir trop de poids, ça peut jouer, ok. Mais la façon dont elle l'a dit, voilà. Après, on est retourné à son bureau, elle a fini de me donner les papiers et tout ça. Et à la fin, quand on est sortis, elle m'a accompagnée à sa porte. Elle m'a serré la main pour me dire au revoir. Elle me dit au revoir et tout, revenez vers moi d'ici 3-4 mois, histoire de voir si ça change quelque chose. Elle m'avait rien donné de médicaments ou autre. Et elle me regarde, elle me dit, oublie pas de perdre du poids. Hein. Ah oui. Du coup, je dis, d'accord. Je suis partie, j'ai plus jamais été la voir. Bien sûr. Parce que, pour moi, c'était vraiment déplacé et, elle n'avait pas à me dire quelque chose comme Bien ça, sûr. quoi. Le fait qu'elle me pose plein de questions complètement intrusives et que, je suis absolument pas convaincue. Du coup, j'en ai parlé à mon homme qui m'a dit tu devrais arrêter et tout parce que à chaque fois que tu y vas, tu ressors énervé, tu trouves pas le bon gynécologue et tout. Donc, je dis écoute, j'essaye un dernier gynécologue. Je voulais pas un homme parce que le premier gynécologue homme que j'ai eu, c'était pour avoir ma première pilule. Il m'avait un peu traumatisée. Il était pas très coopérant, quoi. Je voulais absolument une pilule. Il me dit non, parce que je crois que j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Il me dit non, je vous donne pas la pilule, je vous mets un stérilet direct, comme ça c'est fait, c'est rapide, vous aurez pu vous occuper après. Je dis en fait non, je veux la pilule. Ouais. Je dis, je me sentais pas à 16 ans à mettre directement ouais. un stérilet, quoi. J'ai dit, c'est mon choix, voilà. J'en ai discuté avec ma mère, même elle veut pas, elle préfère que je prenne la pilule. Je dis, je suis d'accord avec ses choix, et je vois pas pourquoi là vous m'imposez un stérilet. Donc, après ce rendez-vous-là, avec le premier rendez-vous avec un homme que j'ai eu, je me suis dit, plus jamais un homme. Je dis, je sais pas, mais plus jamais un homme. Et au final, là, avec tous les gynécologues que j'ai vus quand on était en essai, qui me convenaient pas, je me suis dit, pourquoi pas tester un homme, parce qu'en plus, c'est un gynécologue spécialisé dans la fertilité. Donc, je me dis, ça peut peut-être nous aider un peu plus et voir si lui, peut-être, il peut faire des examens plus poussés ou m'emmener dans un autre centre, je sais pas. Au final, directement, il m'a dit, c'est pas normal, ça fait plus d'1 an que vous êtes en essai, normalement, ça arrive soit entre 2 et 3 mois, soit 6-8 mois, mais là, vous, il y a rien. Il me dit, c'est pas normal, donc il m'a fait plein d'examens poussés. Là, il s'est rendu compte que j'avais des ovaires polykystiques, et du coup, là, il m'a dit, en fait, c'est pour ça que vous êtes pas enceinte, c'est parce que vous ovulez absolument pas. Donc, si pas d'ovulation, pas de grossesse possible. Il me dit, mais personne ne vous a fait un check-up avant, personne ne vous l'a dit. Je dis, non. Je dis, j'ai déjà fait 2 check-ups, mais personne m'en a parlé, quoi. C'est fou. Oui. Donc, en fait, lui, ce gynécologue-là, m'a donné un traitement que je suis encore pour justement me faire ovuler parce que je voulais absolument pas. Une fois que je suis sortie, je me suis dit, en fait, je comprends maintenant. J'étais soulagée de me dire, je sais ce que j'ai, je sais pourquoi j'arrive pas à être enceinte, je sais ce qui se passe, quoi. C'est pas comme ça parce que ça marche pas ou parce que on n'a pas envie ou autre, ouais, quoi. Ou parce que c'est trop jeune, parce qu'il faut que je perde du poids. Et j'imagine que t'étais soulagée
dire que c'était pas de ta faute, en fait. Non, enfin, soulagée de savoir que j'avais quelque chose, en fait, qui empêchait et que du coup, maintenant, on peut trouver les traitements pour aider, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que tu es suivie, du coup, beaucoup plus du fait que ça a été diagnostiqué? Ouais, je prends des médicaments en tout début de cycle, donc de J2 à J7, 8, je sais plus, enfin 5 jours, quoi. J10, je dois retourner le voir. Après, à J15, s'il y a toujours rien, je dois retourner le voir. Et à chaque fois, minimum, j'y vais entre 2 et 3 fois par mois. Ouais. Donc déjà, je sens vraiment que j'ai un suivi qui est derrière moi et qu'au moindre problème, je peux l'appeler. J'appelle sa secrétaire, il n'y a pas de souci, elle me répond. La dernière fois, j'avais une question, elle m'a dit, écoutez, venez le soir, entre 2 rendez-vous, comme ça, j'irai lui parler, il vous répondra. Même si moi, je ne le vois pas directement, en fait, je suis dans la salle d'attente, sa secrétaire, elle va le voir, elle lui pose la question que j'ai à lui poser et j'ai ma réponse tout de suite derrière. Ouais, c'est super. Ou par exemple, si là, c'est arrivé le début, fin du mois, j'avais un retard de règle de 2 jours, ce qui m'arrive jamais parce que du coup, avec les médicaments, je suis vraiment réglée à heure fixe, presque. Je l'appelle, donc je dis, écoutez, j'ai un retard de 2 jours, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, faites pas de test urinaire, nous, on préfère directement vous faire une prise de sang parce qu'au moins, comme ça, on est fixé. Il y a vraiment les chiffres écrits noir sur blanc. Et au moins, c'est fait. Je dis, du coup, comment ça se passe? Elle me dit, vous passez dans la journée, je vous donne l'ordonnance et vous y allez direct après. Donc, vraiment, t'es accompagnée. Ah oui, et au moindre chose, je l'appelle et la secrétaire, elle me répond tout de suite. Elle me dit, vous faites ça, ça et ça. Ou je peux pas vous répondre parce que je sais pas, donc je demande au gynécologue, je vous rappelle dans la journée. Et vraiment, la dernière fois, il y avait beaucoup de monde et elle m'a rappelé le soir à 19h30. Ah oui. Je vois un numéro, je me dis, je réponds quand même. Et je décroche, elle me dit, oui, bonjour, c'est la secrétaire du gynécologue. Je dis, bon, d'accord, ok. Ouais. J'étais étonnée qu'à 19h30, elle prenne le temps de m'appeler. Je me suis dit, les consultations, elles sont finies, il faut qu'elle rentre chez elle aussi, elle a une vie. Et en fait, non, je suis vraiment suivie et ça me soulage vraiment parce que moi, je sais que dès qu'il y a quelque chose, j'ai quelqu'un. Ouais, t'as quelqu'un. Non, mais c'est bien. Au niveau psychologique, émotionnel, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que t'es toujours motivée, entre guillemets, ou est-ce que t'as des moments un peu plus difficiles? Dans moi, il y a un peu tous les sentiments qui passent en même temps. Au début de mois, je suis excitée parce que je commence le mois, donc je me dis, ça y est, c'est le bon mois, ça va arriver. Ensuite, au milieu de mois, je me dis, c'est compliqué parce que je veux pas non plus, parce que je sais qu'il y a la période d'ovulation, et je veux pas non plus imposer à mon homme qu'on fasse l'amour juste à cette période-là, parce que avant tout, ça doit être un plaisir et pas une... entre guillemets, pas une contrainte. Du coup, au début, je lui en parlais beaucoup. Je lui disais, là, c'est le moment, ou des trucs comme ça, 2-3 jours avant. Et je voyais que ça le bloquait, en fait, que ça le freinait, et que même nous, dans notre couple, ça allait... C'est pas que ça allait moins bien, mais c'était il y a quelques fois, c'était un peu froid. Donc, j'ai décidé d'arrêter de lui en parler. Et depuis que là, je prends le traitement, donc vraiment, j'ovule vraiment, j'ai super mal au ventre. Donc, en fait, il s'en rend compte tout seul. Parce que des fois, je me tords en deux parce que ça me fait super mal. Alors qu'avant, en fait, vu qu'au final, j'avais pas d'ovulation, je sentais rien. Je me suis dit, je sens rien, voilà, c'est cool. En fait, non, j'ai super mal maintenant. Donc, il le voit, il s'en rend compte tout seul. Après, vers la fin du mois... Des fois, c'est compliqué, des fois, c'est pas compliqué parce qu'il y a des fois où, par exemple, j'ai l'impression d'être enceinte, en fait, donc des fois, j'ai quelques symptômes, je vais avoir le ventre qui tire, je vais avoir le ventre dur et tout ça. Et après, quand au final, j'ai un négatif, je me dis, je suis un peu moins bien, ça me ruine un peu le moral. Mais il y a des mois où je le sens pas du tout, je me dis, en fait, ce mois-ci, je sens rien, j'en suis sûre, je suis pas enceinte, quoi. Et du coup, le négatif, il passe un peu mieux. Pas le négatif, mais l'arrivée des règles, elle passe mieux parce que je me dis, en fait, j'ai pas espéré ce mois-ci, donc... Voilà, ouais, forcément. Ça passe tout seul. Et par rapport à ton médecin, du coup, ton gynéco, lui, comment il voit l'avenir? Est-ce que tu as un temps, en fait, où tu prends ces médicaments ou est-ce que tu n'as pas de durée définie Là, il m'a donné un traitement pour 3 mois. Donc, je devrais le voir fin janvier, il me semble, c'est ça. Et il m'a dit, là, donc il me les a donnés il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, vous prenez les 3 mois. Vous restez comme ça, vous venez pas me voir et tout, vous faites de votre côté, histoire de voir si... en allant un peu moins le voir, en étant psychologique, j'y pense un peu moins. Et il me dit, vous prenez les 3 mois, à la fin des 3 mois, vous revenez me voir. Et là, on fera un gros rendez-vous. On discutera un peu plus en profondeur pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous n'êtes toujours pas enceinte et tout ça. Il me dit, là, on passera à une autre étape du traitement. Pour l'instant, toi, tu vis l'instant présent, ou alors est-ce que déjà tu te projettes un peu les deux, parce que je me dis, j'aimerais trop être enceinte rapidement, j'ai trop envie. Donc je me dis, d'un côté, j'hésite à l'appeler
et à lui dire, bon, on enlève un mois de traitement et je reviens vous voir avant pour en discuter plus tôt, pour mettre la suite en route plus tôt. Et de l'autre côté, je me dis, s'il m'a donné 3 mois à faire et de revenir au bout de 3 mois, c'est qu'il y a des raisons et que les médecins, ils connaissent, quoi. Ouais. Donc d'un côté, j'ai mon côté excité, j'ai envie de l'appeler tous les jours, à lui dire, on arrête le traitement, on passe à un autre. Mais de l'autre côté, je me dis, il sait ce qu'il fait, s'il me l'a donné, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, c'est tellement dur d'être patiente, j'imagine, dans ces franchement, moments-là. des fois, c'est compliqué, donc... bien sûr. Ouais. Et beaucoup de couples rencontrent des difficultés à avoir un enfant. Nous, on reçoit beaucoup de témoignages. Mais à contrario, je trouve que c'est un sujet qui est encore assez tabou. Est-ce que pour toi, c'est important d'en parler davantage? Est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans les médias ou autour de la maternité, ce genre de choses? Je trouve que vraiment, c'est très tabou. Je trouve en fait qu'on n'en parle pas assez. J'ai l'impression que les gens qui sont en essai depuis un an, voire un peu plus, ils sont gênés en fait d'en parler. Je trouve en fait il faudrait beaucoup plus en parler pour que les gens, je pense si on en parle plus, les gens, ceux qui sont en essai, ils le vivraient peut-être un peu mieux. Au lieu de voir par exemple toutes les femmes qui tombent enceintes très rapidement. Je sais que par exemple j'ai des amis qui sont en essai depuis 2-3 ans. Dès qu'il y a quelqu'un de leur famille ou proche qui tombe enceinte au bout de 2-3 mois, elles sont au bout de leur vie. Bien quoi. sûr, Elles sont, tu te dis pourquoi pas moi. Voilà, et pourquoi moi ça marche pas, pourquoi elle tombe enceinte 2-3 mois après. Et donc je pense qu'en parler, et peut-être que les gynécologues ils soient un petit peu plus ouverts là-dessus et qu'ils aident un peu plus rapidement. Parce que moi c'est pareil, on m'avait dit qu'il fallait minimum que j'attende 1 an, voire 1 an et demi d'essai pour commencer à faire tous les examens. Je trouve qu'il faudrait peut-être faire ça un petit peu plus tôt. Pour voir, par exemple, moi là, j'ai été voir un gynécologue au bout d'1 an d'essai, donc le spécialiste en fertilité, qui lui m'a dit non, maintenant je vous fais les examens tout de suite, c'est pas normal, vous êtes jeune et tout ça. Mais les 2 autres femmes que j'ai été voir avant, elles voulaient pas, c'était 1 an et demi, voire des fois 2 ans. Je dis, mais pourquoi perdre ce je temps-là? vais pas attendre 2 ans alors que ça se trouve j'ai un problème, quelque chose va pas. Donc je trouve ça dommage de pas en parler assez, quoi. Ouais, complètement. Pour toi, quels sont les comportements au niveau de tes proches, ou, voilà, de ta famille, de tes amis, qui t'aident et au contraire ceux qui sont douloureux, les phrases qui t'embêtent Alors, qui m'aident au niveau de la famille, pas vraiment, parce qu'on leur a parlé au bout de plus d'1 an d'essai. Ils s'en rendent compte qu'on veut un enfant. Comme ma mère, pour elle, c'est un peu trop tôt. Elle le sait qu'on veut un enfant. Quand on aura un enfant, qu'on va lui dire « Écoute, je suis enceinte », elle sera la plus heureuse du monde, hein, il y a pas de souci. Mais pour elle, en fait, quand ça arrivera, elle sera heureuse. Mais tant que ça arrive pas, pour elle, en fait, il n'y a rien de concret réellement. Donc, il n'y a pas forcément... Elle voit pas la démarche. Ouais, voilà. C'est une fois que vraiment je lui ai expliqué, je lui ai montré mes ordonnances et tout ça, je lui ai dit voilà, je fais ça, ça et ça, et qu'elle a été présente quand j'ai fait un rendez-vous. Là, elle s'est rendue compte vraiment qu'il y avait un suivi derrière, il y avait plein de démarches qui ont été faites, donc elle s'est un peu plus rendue compte des choses. Sinon, il n'y a pas vraiment d'aide, et puis après, je leur ai pas réellement demandé, parce que moi, on vit ça avec mon homme tous les deux, donc voilà. Mais par contre, les choses... c'est pas qu'il m'énerve, mais c'est... par exemple, mon père, tellement il a hâte d'avoir un petit-fils ou une petite-fille. Au début, quand on lui en a parlé, tous les jours ou presque, ou tous les 2 jours, il me dit alors, comment ça va, ton ventre, t'en es où, tout ça. Donc je lui dis, mais c'est pas en me posant la question tous les jours que ça va arriver plus vite, quoi. Donc ça a été compliqué à lui faire comprendre que... Quand ce sera le cas, quand je serai enceinte, je lui dirai. Et qu'il arrête de me poser des questions tous les jours, en fait. Parce que je lui dis, ça va pas m'aider, quoi. Ouais, non, ça met une pression aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait décidé de pas en parler directement, d'attendre. Parce qu'on s'est dit, parce qu'on nous a déjà posé la question, parce que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, 3 ans et demi qu'on vit ensemble. Donc, on a déjà, au bout d'1 an, on avait un chien. Donc, c'est un peu la suite logique des choses pour beaucoup de personnes. Du coup, on a commencé à avoir des réponses de pas mal de personnes, de dire quand est-ce que tu es enceinte, c'est pour quand le bébé, voilà. Comme dès le début, tout le monde savait que je voulais pas d'enfant, on a continué de jouer un petit peu sur ce terrain-là pour qu'en fait les gens arrêtent de nous poser des questions et qu'on soit tranquille. Et quand je serai enceinte et quand on aura décidé de l'annoncer aux gens, les gens comprendront. Et là, effectivement, oui, on leur expliquera s'ils ont envie de savoir tout le parcours qu'on a eu et tout ça. Mais on voulait pas en parler pour pas avoir tous les jours ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien.
Docteur Chevalier, bonjour. Déjà, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu votre parcours et les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser aux difficultés de la conception d'enfants? Bonjour Léa, merci pour cette invitation. Mon parcours, après le bac tout de suite, je savais que je voulais faire des études de médecine, donc j'ai fait médecine avec la faculté de Montpellier. Et après j'ai eu le concours d'internat à Paris, donc je suis allé à Paris et là je savais que je voulais faire de la gynécologie parce que pendant mes études j'étais passé dans un stage de gynécologie où je m'étais beaucoup plu et notamment le moment de l'accouchement qui est quand même quelque chose d'assez unique et merveilleux, fait que j'ai choisi cette spécialité. Et après, pendant mon internat, j'ai eu un parcours un peu atypique, parce qu'au début, je voulais faire donc essentiellement de l'obstétrique pour accoucher et aider les patientes qui en avaient besoin. Et petit à petit, après, je me suis plutôt orienté vers la chirurgie gynécologique. Et au final, c'est grâce au professeur René Friedman à Paris, qui est le gynécologue qui a permis la naissance du premier bébé par fécondation in vitro en 1982, qui m'a accueilli dans son service et qui m'a proposé de faire de la fertilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que ça allie le côté gynécologie chirurgicale mais aussi médicale avec pas mal de réflexions sur le fonctionnement du cycle chez la femme. Et puis il y avait aussi l'approche humaine qui est pour moi primordiale sur le fait lorsqu'on va recevoir un couple qui est en difficulté pour avoir un enfant, forcément on va rencontrer un couple et chaque couple est différent, chaque couple a son histoire et c'est ça qui est assez passionnant dans cette spécialité. Et c'est un peu moins technique du coup que pour un accouchement ou la chirurgie parce que là on va vraiment rentrer dans l'intimité du couple et ça peut être bien sûr perturbant pour ce couple de se livrer comme ça, se dévoiler, mais en même temps c'est ce qui rend cette spécialité passionnante. Et à la fin de mon parcours parisien, méditant sur Paris, je suis revenu sur Montpellier parce que j'avais envie de revenir sur ma ville. Amour du Sud. Exactement. Et à partir de combien de temps d'essai pour un couple, on peut considérer qu'un couple a des difficultés? Alors auparavant, la définition, c'était après 2 années d'essai pour concevoir. Actuellement, on revoit tout à fait cette définition, la nouvelle définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est en fait dès la première année. Surtout pour un couple jeune qui va s'exposer à la grossesse, c'est-à-dire en ayant des rapports réguliers 2 à 3 fois par semaine, on sait que c'est dans la première année où il aura le maximum de chances de pouvoir obtenir une grossesse. Ça ne veut pas dire qu'après c'est pas possible, mais il est légitime au bout d'une année de se poser la question de savoir pourquoi ils n'ont pas réussi au moins à avoir un début de grossesse. Donc du coup on n'attend plus 2 ans. Nous, des spécialistes de la fertilité, on se bat un petit peu sur ce problème, cette problématique parce que beaucoup de couples arrivent nous consulter après avoir vu déjà plusieurs médecins qui leur ont dit mais non ça va venir tout ça et ils attendent souvent trop longtemps et parfois le temps, enfin pour ce parcours-là et cette problématique-là, le temps n'est pas un allié et au contraire plus le temps va passer et plus ça va être compliqué de pouvoir les aider. Oui, et puis j'imagine qu'il y a une dimension aussi psychologique qui fait qu'au bout d'un certain temps de refus, il y a peut-être le mental aussi qui joue et qui fait que... Le temps va très probablement être délétère pour le couple et l'intimité du couple. Parce que forcément, une femme qui a envie d'avoir un enfant, c'est très fort comme sentiment. On dit que ça prend en tripe. Je ne suis pas une femme, mais j'entends très bien leurs témoignages. Et c'est vrai qu'elle fera tout pour avoir un enfant. Au bout d'1 an, voir ses règles tous les mois arriver et ne pas avoir eu un début de grossesse, c'est sûr que forcément, psychologiquement, c'est très difficile. Et ça peut abîmer, oui. Les abîmer et surtout abîmer, comme je vous dis, cette relation de couple, cette intimité de couple. Ils vont être abusés de devoir faire ces rapports tous les mois au moment du milieu du cycle. On va perdre le naturel un petit peu et le côté plutôt charmant de la sexualité quand on veut et pas forcément quand il faut le faire. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour ces couples. Au bout d'un moment, ils vont du coup avoir une sexualité qui va être moins importante parce qu'ils vont être désabusés en disant non, on n'y arrive pas. Donc ils vont se distancier un peu. Et malheureusement, c'est vrai que ces parcours-là, des fois, peuvent fragiliser les couples. Donc il faut vraiment qu'ils soient très soudés et communiquer. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir affronter ce parcours compliqué. Est-ce qu'il est nécessaire, selon vous, de consulter un gynécologue avant
d'essayer de concevoir un enfant? Alors, un gynécologue ou un médecin, on essaie de sensibiliser aussi les médecins sur les problèmes d'infertilité. C'est pour essayer de dépister un petit peu les facteurs de risque qui pourraient justement limiter leurs chances de grossesse. Donc ça, c'est important. On essaie d'établir en fait des scores aussi qui pourraient effectivement déterminer si ce couple, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, pourrait avoir des facteurs de risque. Alors, ça peut être aussi bien des facteurs de risque auxquels ils peuvent être exposés ou s'exposer eux-mêmes, comme toutes les addictions, le tabac, l'alcool, le cannabis, les autres drogues. Ça va être aussi les problèmes environnementaux liés, par exemple, au travail, pour des personnes qui vont travailler dans des ambiances un peu toxiques avec, je prends l'exemple du chimiste qui va être en contact avec des solvants, de l'agriculteur qui va être en contact avec des pesticides, ou des expositions à la chaleur pour les hommes, par exemple, qui peut être délétère, comme les boulangers, cuisiniers ou les chauffeurs-livreurs. Aussi, les facteurs de risque d'exposition environnementale. Ça, c'est un petit peu le fléau de notre société moderne, malheureusement, où on va être entouré de perturbateurs endocriniens. Donc ça va être des dérivés hormonaux qu'on va retrouver dans l'alimentation, on va le retrouver aussi dans les plastiques, les eaux, les cosmétiques, shampoings, savons, enfin, on est vraiment entouré. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'essayer de faire attention à ces facteurs de perturbateurs endocriniens. Après, également, le médecin pourra avoir un œil par rapport à l'histoire médicale de l'homme ou de la femme. Par exemple, une femme qui a pu avoir une intervention chirurgicale au niveau abdominal peut avoir des répercussions sur sa fertilité, ou avoir été exposée à une infection sexuellement transmissible. Ça peut avoir des conséquences. Pareil pour l'homme. Donc ça, c'est important, effectivement, si c'est possible, en amont, parce que là, on va pouvoir aussi leur donner des informations en leur disant, dans votre cas, ça ne sert à rien d'attendre un an, parce que effectivement, ça risque d'être plus compliqué. Peut-être qu'il faut commencer par faire des examens, et ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas ne pas s'exposer à la grossesse, mais que c'est pas nécessaire d'attendre au moins un an, parce qu'il faudra peut-être les aider avant. Tout à l'heure, vous parliez des médecins qui sont peut-être moins au courant et qui attendent ou qui préconisent au couple de patienter en disant que ça va arriver. Est-ce que ce sont des médecins qui sont peut-être moins formés au niveau de ces difficultés-là ? Est-ce qu'un couple qui a des difficultés, on lui conseille vraiment de s'orienter vers un médecin spécialisé ? Alors, c'est vrai que la reproduction, ça fait partie du parcours de nos études médicales, et encore plus quand on est gynécologue ou endocrinologue. Dans la spécialité de gynécologie, effectivement, tous les gynécologues après vont pas être forcément à l'aise avec ça et n'auront pas toutes des connaissances. Donc c'est vrai que il y a les médecins spécialisés dans la reproduction ont fait un diplôme supplémentaire, et du coup après c'est certain que ça va être une expertise que tous les gynécologues ou autres médecins n'ont pas forcément, et on ne va pas avoir cette approche-là avec cet œil d'expert qui va permettre de dépister toutes ces situations à risque et de pouvoir alerter et informer, parce que ce qui est important aussi, c'est surtout informer les patients au bon moment. En termes de chiffres, combien de couples sont concernés en France ? Est-ce que c'est un chiffre qui a évolué au cours des dernières années, à la baisse ou à la hausse ? Alors, il faut savoir que dans le parcours, il y a un couple sur 6 qui va consulter pour un problème de fertilité. Donc ça, c'est pas anodin, hein. Tout autour de nous, je pense qu'on connaît des gens qui ont été exposés à cette difficulté et qui ont dû consulter. Alors, ça ne veut pas dire que ce couple-là va forcément aller jusqu'à une technique très médicalisée comme la fécondation in vitro, mais va peut-être avoir plus de temps pour obtenir une grossesse, ou va peut-être avoir besoin d'un traitement médical ou d'une intervention chirurgicale pour pouvoir les aider. Donc c'est vrai que c'est considérable quand même comme chiffre. Et ensuite, les données actuellement en France, on pratique environ près de 70 000 cycles de fécondation in vitro par an. Il faut savoir qu'en 2018, les dernières données publiées étaient que un peu plus de 25 000 enfants sont nés suite à une assistance médicale à la procréation en France, ce qui représente plus de 3% de l'ensemble des naissances vivantes en France. Il y a moins de 10 ans de ça, début des années 2010, on était à peine 2%. Donc c'est clair que c'est un chiffre qui est en progression. Alors c'est en progression parce que oui, comme je vous ai dit, l'environnement fait que la fertilité globalement diminue dans certaines zones, notamment les pays développés, où on va avoir une baisse de la fertilité masculine et féminine. Il y a le phénomène de société aussi.
sur le fait que actuellement les femmes vont avoir une carrière, vont avoir certaines envies qui font que l'âge du premier enfant va être retardé. Actuellement, il est un peu plus de 29 ans, alors qu'il y a encore 10 ans de ça, on était autour de 27 ans. Et du coup, lié effectivement à cette baisse de la fertilité, plus l'évolution sociétale, fait que du coup, ces chiffres augmentent. Il y a aussi le fait que dans notre spécialité, il y a aussi des avancées au niveau des progrès scientifiques qui permettent qu'on essaie d'optimiser aussi toutes les techniques d'aide médicale à la procréation et avec des meilleurs résultats aussi. Alors, vous avez un petit peu répondu à la question, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de démontrer qu'une hygiène de vie soignée favorise la procréation ? Est-ce qu'aujourd'hui on a un rôle à jouer, même en amont, sur notre hygiène de vie, au-delà bien sûr de tout ce qui est addiction, de drogue, etc. Bien sûr, oui, c'est primordial. Alors l'addiction, pour prendre l'exemple du tabac, c'est pas parce qu'on fume, effectivement, qu'on n'arrive pas à concevoir un enfant, d'accord ? D'ailleurs, beaucoup de couples viennent nous voir et qu'on leur dit il faut arrêter de fumer, ils nous disent mais mon ami il fume et il a 4 enfants. C'est vrai. Mais en revanche, le tabac va limiter leurs chances de pouvoir réussir parce que ça va être un facteur qui va aggraver leurs problématiques, allonger le temps pour obtenir l'enfant. Le tabac va altérer par exemple la production des spermatozoïdes, la qualité des spermatozoïdes. Chez la femme, ça va altérer la qualité de l'ovulation, abîmer les trompes et ça va détruire une partie de son pool de fertilité, c'est-à-dire le nombre d'ovules qu'elle a au niveau de ses ovaires. Et ça, malheureusement, chez la femme, c'est quelque chose d'irréversible parce qu'elle naît avec ce pool et elle va l'utiliser de la puberté jusqu'à la ménopause. Une fois qu'elle n'en a plus, il ne va pas se régénérer. Contrairement à l'homme, où là, effectivement, il y a un effet qui peut être un peu plus réversible puisque lui va renouveler tout le temps, sur un cycle de production de 3 mois, ses spermatozoïdes. Donc s'il arrête de fumer, 3 à 6 mois après, on peut déjà avoir des bénéfices au niveau de la qualité du sperme. Ça, c'est l'exemple pour les addictions, mais il y a effectivement l'hygiène de vie de façon plus générale, la façon dont on va s'alimenter, d'avoir une alimentation équilibrée, pas trop riche en graisse et en sucre, qui sont effectivement des facteurs qui sont pas très bons pour la fertilité, mais aussi le fait de choisir ces produits, prendre des produits frais, pas des produits qui sont déjà cuisinés, qui on le sait sont remplis d'addictifs et qui vont du coup altérer la fertilité, d'accord ? Et le fait de manger également pas mal de fruits et légumes qui sont des antioxydants naturels qui vont permettre aussi d'améliorer la qualité et réduire le stress oxydatif qu'on appelle, c'est-à-dire que nous-mêmes nous produisons des déchets qui sont délétères pour nos autres cellules. Après, il y a d'autres choses aussi simples, par exemple avoir une activité physique un peu régulière, ne serait-ce que marcher, pas forcément faire du sport intensif, mais marcher effectivement, faire un peu de vélo, un peu de sport régulièrement est positif parce que le surpoids va également diminuer les chances et rallonger le délai de fertilité, mais aussi provoquer des complications pour la fertilité, c'est-à-dire qu'une femme en surpoids aura plus à risque de faire des fausses couches et également aura plus de risque de complications pendant sa grossesse, de faire du diabète de grossesse, de l'hypertension ou un accouchement prématuré. Donc tout ça, c'est important de l'anticiper au préalable. Donc une activité physique régulière, c'est également important. En revanche, attention, parce que tous les excès sont pas bons. L'inverse n'est pas bon non plus. Des hommes qui vont faire beaucoup de sport, notamment les marathoniens ou des sports d'endurance, c'est des sports qui vont produire beaucoup de déchets organiques dont on parlait tout à l'heure et qui vont altérer leur fertilité parce que ça va abîmer la qualité des spermatozoïdes. Donc ça, c'est la même chose que les jeunes actuellement qui sont un petit peu dans ce culte du corps, d'avoir un corps bien musclé, donc qui vont faire beaucoup de musculation, qui vont être du coup tentés de prendre des produits addictifs comme des dérivés protéinés ou alors même de la testostérone, des androïdes qui vont du coup altérer leur production de spermatozoïdes. Il se peut même que ça puisse même arrêter la production des spermatozoïdes. Donc c'est quelque chose sur lesquels eux ne se sentent pas sensibilisés, ne sont pas sensibilisés, mais actuellement il y a un vrai trafic dans les salles de sport justement par rapport à ces jeunes et c'est important de pouvoir les informer et les prévenir de ce danger-là. Donc actuellement, je vous en ai touché 2 mots, mais on essaie d'essayer de sensibiliser les personnes en amont et notamment là actuellement on a lancé une campagne publicitaire d'information, une campagne d'information pour les jeunes de 18 à 25 ans pour les alerter
Donc, ils ne veulent pas un bébé maintenant, ça c'est sûr, mais pour les alerter que dans 10 ans, s'ils veulent un bébé, il faut qu'ils y songent dès maintenant, se sensibiliser à tous ces facteurs de risque. Et on pense également que c'est quelque chose qui doit rentrer dans le plan et l'éducation, et que dès le primaire, puis au collège et au lycée, il est nécessaire de pouvoir répéter que ces facteurs-là doivent être évités et qui doivent être sensibilisés, que si ils ont une hygiène de vie qui n'est pas bonne, ils auront peut-être des difficultés dans le futur à concevoir un enfant. Lors du témoignage qu'on a reçu, Lucie, elle a évoqué s'être confrontée à des remarques, notamment sur son âge. Alors, on lui disait qu'elle était trop jeune pour vouloir un enfant. Est-ce que pour vous c'est légitime, sachant que donc Lucie a 21 ans ou 22 ans. Voilà, est-ce que c'est légitime selon vous de faire rentrer en compte l'âge dans la volonté de devenir parent ? Alors, non, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, justement, le couple jeune qui veut un enfant, ça va être vraiment dans la première année où il va avoir le maximum de chances de pouvoir avoir cet enfant. Le couple jeune qui n'y arrive pas, d'autant plus se poser le problème. Alors, le fait qu'elle soit jeune, c'est quelque chose de très positif pour elle parce que les chances de pouvoir avoir un enfant sont bonnes. Par exemple, dans notre centre, si elle venait nous consulter à 21 ans, je ne connais pas son histoire, bien sûr, mais je pourrais juste lui dire qu'en dehors de si elle n'a plus d'ovaires ou quelque chose d'irréversible qui est du coup une cause de stérilité, non plus d'infertilité, je pourrais lui dire qu'elle a 3 chances sur 4 d'avoir un enfant. Je ne sais pas comment elle aura, ce sera peut-être naturellement, ce sera peut-être avec un petit traitement ou par chirurgie ou peut-être par une technique très médicalisée, la fécondation in vitro, mais je sais qu'elle a des très bons facteurs pronostiques parce qu'elle est jeune. Après, le fait qu'elle soit jeune fait qu'on peut se laisser un peu de temps, effectivement, de bien rechercher les facteurs de risque, d'essayer de les corriger pour lui optimiser ses chances de grossesse naturelle parce que ce sera très important, je pense. Et même si un couple vient nous voir pour une fécondation in vitro, on essaie toujours d'évaluer quand même ces facteurs de chance naturelle parce que la fécondation in vitro, ce n'est pas une certitude d'avoir un enfant. Donc si entre 2 tentatives de fécondation in vitro ou après 3 échecs, ils ont la chance d'avoir une conception naturelle, c'est important. Et c'est toujours le message qu'on leur dit. Donc à 21 ans, on a cette chance-là d'avoir un peu de temps pour justement prendre en considération l'ensemble des facteurs et de pouvoir essayer de jouer là-dessus, mais il faut l'écouter au même titre qu'une femme qui viendra consulter à 35 ou 40 ans. L'information ne sera pas la même, la prise en charge ne sera pas la même, mais la considération doit être la même. Oui, il n'y a pas de jugement de valeur sur l'âge auquel ce couple a décidé en tout cas d'avoir un enfant. Le médecin, il n'est pas là pour juger, on est là pour les informer et de façon la plus juste possible. Oui. Après, si elle vient effectivement à 38 ou 40 ans, je vais lui tenir un discours qui sera différent parce que là, quelque chose de très très important pour la fertilité, c'est qu'à partir de 35 ans, chez la femme, la fertilité va s'altérer et de façon importante par 2 mécanismes. Le premier, c'est ce dont on a parlé, le pool en fertilité qui va commencer à se réduire de façon considérable et qui fait qu'elle aura moins de quantité d'ovules restant dans ses ovaires et qui vont diminuer ses chances de concevoir et de pouvoir l'aider médicalement. Le deuxième mécanisme, c'est la qualité. Son ovulation va s'altérer de façon importante au niveau de la qualité, qui fait qu'elle va concevoir des embryons qui seront de mauvaise qualité, qui vont être génétiquement altérés, et des embryons qui ne vont pas permettre de pouvoir soit se développer et s'implanter dans son utérus, soit s'implanter, mais avec des taux de fausse couche qui vont être très importants. Donc, après 35 ans, c'est vrai que le discours va changer et que là, en revanche, on aura moins de temps et qu'on va aller plus rapidement vers des techniques plus médicalisées parce que effectivement, on va essayer d'optimiser assez rapidement ses chances et surtout pas leur faire perdre de temps. Les problèmes de fertilité reposent souvent sur les femmes dans l'opinion publique. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que les difficultés, elles sont partagées entre les deux sexes? Oui, pas du tout, oui, tout à fait. C'est complètement, on est quasiment à 50% de problèmes de fertilité. Alors après, comme je dis aux couples, quand ils viennent nous consulter pour concevoir, je leur dis, on ne cherche pas un coupable, on cherche une solution pour votre problème. Et c'est pas parce que
on va mettre en évidence que monsieur a moins de sperme dans son éjaculat ou de moins bonne qualité, ou alors que madame a un problème de trompe ou qu'elle ovule pas bien, que c'est forcément le seul problème. Il y a plein de problèmes qu'on va pas forcément pouvoir mettre en évidence et des problèmes dont on n'a pas les moyens non plus scientifiques pour mettre en évidence. Et d'ailleurs, il y a 10 à 15% des couples qui viennent nous consulter pour lesquels le bilan qu'on fait de base sera strictement normal. C'est ce qu'on appelle les infertilités sans explication, inexpliquées. Pendant qu'on va les aider, pendant le parcours d'aide médicale à la procréation, on va peut-être découvrir qu'il y a une problématique, mais qui n'est pas forcément visible dans les examens de base, mais qui se verra, par exemple, si on fait une fécondation in vitro et qu'on met en contact l'ovule et le spermatozoïde, et là, qu'on se rend compte que l'ovule et le spermatozoïde ne vont pas donner un embryon. Donc c'est rare, mais ça peut arriver. Et là, c'est un côté un peu rassurant pour le couple, de dire, ben voilà, peut-être que ça fait partie des étiologies qui font que vous n'avez pas réussi à concevoir, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépister de façon commune, et heureusement qu'il reste quand même très rare. Et après, il y a des choses qu'on n'a pas les moyens encore. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on va avoir plus de moyens parce qu'on va rechercher plus au niveau de la cellule, plus au niveau même des petits éléments, des molécules, qui font que du coup, on aura d'autres moyens plus sophistiqués sans aller dans l'extrême et la sélection, par exemple, des embryons en fonction de leur couleur de peau, des yeux, des cheveux. Vous avez vu la série The Handmaid's Tale ? Oui. Mais alors, c'est effrayant, bien sûr. Hein. J'adore cette série. Elle a un côté effrayant et vraiment très pessimiste. Et on se dit, cette pauvre femme, mais qu'est-ce qui va lui arriver encore ? Il ne peut rien lui arriver de pire. Mais si, à chaque fois, il trouve quelque chose de pire. Mais c'est pas loin de la réalité en même temps. C'est-à-dire que si notre société continue d'évoluer comme ça, c'est certain qu'il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes qui auront du mal à concevoir. Et donc c'est exagéré, bien sûr. Et oui, après, j'imagine avec votre œil, ça doit être, en tant que médecin, en plus vous êtes dedans toute la journée pour caricaturer, mais voir une sorte de vision, bon, même si c'est une vision assez noire de l'avenir, mais quand on voit même le rôle de ces médecins dans la série, tout ça, on se pose la question, bien sûr, de l'avenir, de ce que peut représenter en fait la conception. On espère qu'on n'arrivera pas là, mais... Non, mais c'est peut-être effectivement que dans l'avenir un peu plus lointain, il y aura un grand nombre d'hommes et de femmes qui pourront peut-être pas concevoir naturellement et que peut-être il y aura d'autres façons de pouvoir concevoir un enfant. On espère que ça ira pas aussi loin. On espère, mais... Au-delà des difficultés physiques, il y a une pression psychologique, surtout une culpabilité de ce qui est ressorti un petit peu des témoignages qui est rencontré par ces couples. Est-ce que ça peut être nécessaire, selon vous, d'être pris en charge aussi par un professionnel comme un psychologue ou quelqu'un qui accompagne aussi les couples sur cette dimension-là ? Ça, c'est indispensable. Alors, il me pose très souvent la question de est-ce que tout le monde me dit que c'est parce que j'y pense trop, parce que X raison fait que je me bloque. Je leur dis non, c'est pas possible que votre psychique puisse jouer à ce point-là sur votre corps. En revanche, oui, on a tous des histoires, on a tous des traumatismes, des blessures qui font que ça peut avoir un impact effectivement sur notre fertilité. Il y a des personnes qui inconsciemment vont pas se rendre compte, mais qui vont pas dire qu'ils ne veulent pas d'enfants, mais par exemple n'auront pas des rapports au bon moment, ou n'auront pas envie, l'homme va pas aller jusqu'à l'éjaculation, et inconsciemment, certainement, que c'est qu'ils ne souhaitent pas forcément un enfant à ce moment-là. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des couples qui viennent me consulter où je sens que le couple n'est pas sur le même objectif au projet de vie, on va dire. Et du coup, on arrive tout à fait à voir la différence entre les deux partenaires. Et là, je suis obligé de les mettre face à ça, en leur disant que ce serait bien qu'ils arrivent à communiquer pour justement que l'un et l'autre puissent entendre ce que l'autre souhaite et ce que l'autre ne souhaite pas. Parce que c'est impossible de s'orienter sur un parcours d'aide médicale à la procréation qui va être très compliqué, très difficile, et physiquement et psychologiquement, si les deux partenaires ne se sentent pas impliqués et ne font pas ce parcours ensemble. Donc ça, c'est primordial. Donc oui, on leur propose systématiquement un soutien.
Alors ça peut être psychologique, mais certains ne sont pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est verbal et la discussion, donc ça peut être aussi corporel. Donc dans notre centre, on a bien sûr une équipe de psychologues, mais aussi on a une hypnothérapeute, on a également des sophrologues qui va également pouvoir les aider, les accompagner. Moi, je pense que c'est important qu'elles puissent avoir un accompagnement pour les aider à surmonter ces épreuves, parce que comme je vous le disais, la FIV, c'est pas une garantie de résultat. Eux, ils arrivent en début de parcours, ils sont épuisés d'avoir essayé naturellement et souvent, comme je vous ai dit, usés. Ils arrivent en se disant, on a la solution, ça va marcher à coup sûr. On a beau leur dire non, au mieux, ça va être 1 chance sur 3 de réussite. Mais ils ne l'entendent pas. Oui. Et du coup, quand ils reviennent, là, ils disent, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Donc on leur explique, même dans ces conditions qui étaient très bonnes, c'est qu'une chance sur 3. Pourquoi ? Parce que la majorité des échecs, c'est lié à la qualité de l'embryon, comme je vous ai expliqué, qui génétiquement n'est pas normal et ne va pas pouvoir se développer. Et ça, on ne peut pas jouer dessus, le couple ne peut pas jouer dessus non plus, et on ne peut pas le déterminer à l'avance, sauf dans certaines indications médicales. Mais sinon, ce n'est pas possible. Du coup, il va falloir faire plusieurs transferts d'embryons pour obtenir à un moment donné un embryon qui sera de bonne qualité, qui pourra s'implanter. Donc le couple n'est pas forcément prêt à ça. Et il peut se confronter à de multiples échecs. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils comprennent l'importance de pouvoir se faire accompagner et de pouvoir avoir ce soutien. Et c'est dommage parce qu'on aimerait que ça puisse être plus tôt, qu'il y ait ce soutien-là pour que justement il soit moins éprouvé par toutes ces difficultés. Il faut savoir que près d'un couple sur 2 va abandonner dès la première tentative de fécondation in vitro parce que c'est des traitements, comme je vous ai expliqué, qui sont très lourds et physiquement et psychologiquement. Et comme je vous disais, si le couple n'est pas prêt et soudé, ça va être une source encore plus de pouvoir se séparer pour ce couple-là. Merci d'avoir écouté le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.